Chers amis, bonsoir et bienvenue pour notre 6e séance en direct du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. 6e et comme vous le savez, dernière séance de cette première session du MOOC Sorbonne Droit des entreprises. Vous êtes maintenant plus de 10 000 à participer à cette première expérience. Et c'est une expérience, vous le savez, qui est très enrichissante et très importante pour l'équipe pédagogique du MOOC. Et nous sommes tous ravis de pouvoir échanger avec vous. Alors ce soir, nous faisons une session qui est internationale, on peut le dire, puisque j'ai avec moi deux collègues, deux professeurs de droit, mais deux professeurs de droit qui viennent du Canada et plus particulièrement du Québec, puisque j'ai avec moi Guy Lefebvre, qui est doyen de la faculté de droit de Montréal. Bonsoir à tous. Alors Guy, je vous interrogerai tout à l'heure sur quelques particularités du droit canadien et du droit québécois. Et j'ai Louise-Hélène Richard avec moi, qui est également une collègue et une professeure de droit, et qui est également vice-doyenne de la faculté des arts et des sciences, et qui est en charge du développement et des stratégies numériques. Bonsoir tout le monde. Alors, vous le savez, notre MOOC est consacré au droit des entreprises et au droit des sociétés. Donc nous expliquons et nous découvrons avec les participants. Certains sont très expérimentés. Nous avons à la fois des gens qui n'ont pas vraiment de notion juridique, des gens qui sont au contraire des avocats ou des professeurs de droit, qui sont des participants à notre MOOC. Donc c'est un peu le jeu et l'enjeu de ce type de formation. Il faut pouvoir s'adapter. Nous avons des entrepreneurs, de petits entrepreneurs, mais aussi de grands entrepreneurs. Nous avons des juges du tribunal de commerce qui suivent la formation. Donc nous avons un public très diversifié. Et c'est une occasion aussi pour présenter votre droit, et parce que c'est un droit qui est en français ou en partie en français, et c'est intéressant de savoir s'ils sont proches ou non, le droit français et le droit canadien, le droit québécois. Alors, comment est-ce que c'est organisé pour les entreprises, pour les sociétés? Je vous pose la question. Bon, d'abord, il faut dire que le droit québécois est un droit mixte, inspiré à la fois du droit français et du droit britannique. C'est historique. On sait qu'il y a eu cette histoire de colonisation. Et donc, une partie du droit des entreprises est un droit français, une partie est inspirée du droit britannique. C'est un droit mixte, mais essentiellement, il s'agit d'un droit privé, donc largement inspiré du droit français, du Code Napoléon à l'origine et donc du Code civil du Québec. Mais deux lois spéciales existent également, qui sont des lois plus spécifiques. Et donc, les premières lois auxquelles les entreprises doivent répondre, c'est à l'une ou l'autre de ces deux lois-là. Il y en a une première qui est une loi fédérale. La deuxième est une loi provinciale. En fait, les entreprises ont le choix de s'immatriculer sous l'une ou l'autre, sauf pour des domaines réservés qui sont de nature fédérale. Mais ça ne vaut pas la peine d'entrer dans ces détails-là. La très grande majorité des entreprises sont immatriculées sous la loi provinciale. Et le Code civil du Québec et le droit supplétif à ces deux lois-là. Donc, aussitôt qu'une de ces deux lois ne répond pas de façon spécifique à la nature des activités exploitées par l'entreprise, le Code civil... On va chercher dans le Code civil. Voilà. Alors, une question que j'ai envie de poser, parce qu'on parle d'immatriculation, je vais la poser à Guy. J'imagine que l'immatriculation donne à la société sa personnalité morale, comme en France. Alors, est-ce que la notion de personne morale, elle est globalement la même chez vous que chez nous? La notion de personne morale, c'est évidemment la séparation entre la corporation elle-même ou la société commerciale et ses actionnaires. Donc, en ce sens-là, les actionnaires sont évidemment pas responsables des dettes de la société et donc il y a une séparation, je dirais, entre les deux entités. En ce sens-là, je pense que c'est assez similaire, effectivement, avec le droit français, là. D'accord. Alors, quand on discutait avant d'ouvrir ce direct, on évoquait des sociétés particulières, de petites sociétés qui sont les sociétés, vous m'avez dit, Louise-Hélène, des sociétés nominales.
qui sont, d'après ce que j'ai compris, un peu l'équivalent de nos sociétés en non collectif. C'est des sociétés à responsabilité, enfin sans responsabilité limitée. Pour Absolument. Être clair, Souvent, les sociétés professionnelles, des regroupements d'avocats, des regroupements de médecins choisissent le véhicule de la société en non collectif. Ce ne sont pas nécessairement l'exploitation d'activités à but lucratif avec patrimoine autonome indépendant. Et il y a ce que l'on appelle les sociétés par action. C'est le vrai nom, société par action, mais disons que dans le langage courant, on utilise souvent compagnie ou corporation. Corporation est un vocabulaire d'origine britannique, mais correspond exactement à la société par action du Code civil du Québec et de ce que vous trouvez ici comme société à responsabilité limitée. D'accord, très bien. Alors, vous savez, donc, le principe de nos séances en direct, c'est que nous allons répondre à des questions. C'est le live en question. Et nous allons répondre à des questions qui nous sont posées par le biais de Twitter et des questions qui ont été posées sur le forum au cours de la semaine, puisque nous avons chaque semaine une série de thèmes différents. Alors, cette semaine, nous avons des thèmes qui sont des thèmes assez classiques du droit des entreprises. Un premier thème qui sera consacré à la transmission de l'entreprise et aux cessions donc, de parts sociales ou d'actions. Un deuxième thème qui sera consacré au pacte d'actionnaires. Et un troisième thème plus large, enfin qui nous emmène vers de plus grands sujets, mais il touche aussi les PME, c'est celui des groupes. Voilà, l'organisation d'une entreprise par un groupe de sociétés. On va avoir l'occasion de discuter de tout cela. Et le premier thème que nous allons aborder, c'est celui donc des cessions de parts et d'actions. Donc, je recadre le thème. Cession de parts et d'actions, cela veut dire que nous avons soit une société qui émet des parts, une SARL, une société civile, soit une société qui émet des actions, une SAS, une société anonyme. Et donc, on va, à un moment donné, un actionnaire ou un associé va vouloir vendre ses parts ou ses actions. Bon. Jusqu'ici, tout est simple, et c'est même très simple parce que, alors ça vous étonnera peut-être, mais peut-être que la situation est la même chez vous et c'est ça qui va être intéressant. Vous le savez, nous l'avons dit dans le cadre de nos vidéos, en droit français, vous n'avez pas de régime dans le Code civil ou dans le Code de commerce. Il n'y a pas de régime complet sur cette opération qui est pourtant très importante, qui est la cession de parts ou la cession d'actions. On va vendre des entreprises qui sont des entreprises extrêmement importantes, et on va les vendre avec quel régime? Avec un régime qui est celui que le Code civil en 1804 a mis en place pour la vente d'un immeuble ou la vente d'un cheval. Alors, en tous les cas, ça n'est absolument pas un régime qui est pensé pour cela. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste toujours, c'est que quand on vend une entreprise, on vend des biens, mais on vend plus que des biens. On vend, si c'est une société, une SARL, une SAS ou une autre société, on vend le patrimoine d'une personne morale. Et donc, on vend un des biens les plus complexes qui soient, parce qu'on vend non seulement des actifs, qui peuvent être même très compliqués. Imaginons qu'on vende un laboratoire pharmaceutique, on a des brevets par exemple qui vont être vendus, il faut s'assurer que les droits sur les brevets sont maintenus, mais il y a plein d'autres questions bien évidemment à se poser, et on vend aussi des passifs. Alors des passifs qui peuvent être des contrats avec des dettes, mais qui peuvent être aussi des actions en responsabilité contre la société. J'achète une société, j'achète une action en responsabilité, bah oui, parce que peut-être que la société que j'achète a causé un préjudice à des tiers et que je suis en train de récupérer un patrimoine avec non déclaré encore cet élément de passif. Alors, vous avez un texte, je ne sais pas lequel d'entre vous... Je dirais à cet égard-là, c'est assez similaire que le régime français et donc c'est essentiellement par voie contractuelle, évidemment avec des lois spéciales qui peuvent intervenir. Donc, vous avez mentionné une série de dettes qui pourraient avoir lieu. On peut évidemment penser aussi aux dettes fiscales, par exemple, lors d'une cession, évidemment, d'entreprise. Et donc, il y a toute une série de critères qui seront pris en compte et c'est vraiment du cas par cas parce qu'évidemment, si on achète les actions, on peut avoir une responsabilité qui est beaucoup plus grande que si on achète des actifs ou une partie d'actifs. Et donc, à cet égard-là, chacune des transactions devra être analysée pour
vérifier quel est le meilleur moyen d'acquérir. Mais évidemment, les questions fiscales sont des questions extrêmement importantes, mais le régime, je dirais, est assez similaire. Je ne sais pas si Hélène... Si je peux ajouter quelque chose à cet égard-là, les lois spéciales ajoutent ce qu'on appelle des tests comptables. Donc, il y a des tests par lesquels, qui déclinent une série de situations très variables. Ouais. Et selon ces situations-là, le test comptable est plus strict ou plus souple. Et donc, il y a la responsabilité pour les administrateurs de l'entreprise de se plier à ce test comptable. Maintenant, ça n'empêche pas la transaction. Si le test est non respecté, la transaction est valable, mais les administrateurs ont une responsabilité personnelle. Et là, ils s'engagent au-delà de la séparation des patrimoines, la règle habituelle. Et ce test, c'est en cas de session précisément ou c'est périodiquement que l'entreprise Non, doit... c'est pas périodiquement. C'est à l'occasion de certaines opérations de l'entreprise. Donc, une fusion d'entreprise, une cession d'entreprise, la vente de certaines catégories d'actions principales. Il y a une série de transactions dites au nom de la personne morale. On sait bien qu'au nom de la personne morale, ça sous-entend que le conseil d'administration a fait cette décision-là au nom de la personne morale. Et pour protéger les créanciers, les salariés de l'entreprise, etc., on prévoit certains tests dits comptables. Je répète que ça n'invalide pas la transaction, mais ça génère une responsabilité personnelle des administrateurs. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ces tests comptables soient respectés pour que la transaction aille de l'avant. D'accord. Donc, chez nous, quand on vend un bien immobilier d'habitation, il faut faire un test pour vérifier qu'il n'y a pas de termites. Donc là, c'est un peu l'équivalent, c'est des termites comptables. Exact. Il y a une validation. En fait, c'est une protection surtout pour les tiers. Et c'est pour ça que la responsabilité personnelle des administrateurs peut entrer en jeu. Dans le fond, c'est une garantie que leur préjudice pourrait être réparé, compensé par les administrateurs personnellement. Mais là, on parle de patrimoine personnel. Il n'y a rien qui nous garantit la solvabilité des administrateurs personnellement. Donc, c'est un risque. D'accord. Alors, parmi les questions que je vois arriver, une question qui me semble intéressante, on nous demande si un gérant salarié associé minoritaire, s'il acquiert des actions et devient majoritaire, doit-il perdre sa qualité de salarié? Eh bien, en principe, oui, parce que si on parle de gérant, si on suppose qu'on est dans la SARL, alors ce n'est pas des actions qu'il va acquérir, mais des parts dans cette hypothèse. Et s'il est à la fois gérant et majoritaire, il ne peut pas avoir de lien de subordination. Je pense que vous avez le même concept. Il ne peut pas avoir de lien de subordination. Ça ne vaut pas pour les sociétés par action. Alors, mais c'est vrai que chez nous aussi, un administrateur pourrait, parce qu'il aurait beaucoup moins de pouvoir finalement qu'un gérant. Le gérant est directeur exécutif et un administrateur pourrait être majoritaire et être en lien de subordination, alors qu'un gérant qui a tous les pouvoirs dans la SARL et qui serait en plus associé majoritaire, eh bien on considère que lui ne peut pas, et la jurisprudence chez nous est assez ferme, elle considère que lui ne peut pas, c'est une solution constante, il ne peut pas avoir de lien de subordination. Dans les autres cas, il faut regarder au cas par cas s'il a ce lien de subordination. Alors, on va aborder tout à l'heure la question des garanties de passifs, mais c'est intéressant parce que une question qu'on peut se poser à propos de votre droit, c'est de savoir s'il est plus anglo-saxon ou plus continental, sans être trop intellectuel. Vous savez qu'il y a, et c'est très sensible en droit des contrats, il y a un peu deux mondes. Il y a le monde du code civil, ou ce qu'on appelle parfois, c'est drôle, mais on parle de la civil law. Bon, appelons-le monde du droit civil. Au Québec, on n'appelle pas ça la civil law. Et le monde donc de la common law, une ligne de partage qui est fréquemment décrite serait la suivante, c'est que lorsqu'on fait un contrat, et un contrat particulièrement de vente d'entreprise dans un pays comme la France, on peut faire un contrat assez court et assez simple parce qu'il y a le régime du Code civil qui est derrière et que le régime du Code civil va venir compléter ce que les parties n'ont pas dit dans leur contrat. Et dans le monde qu'on peut appeler monde anglo-saxon, on a plus l'idée que si ça n'est pas dans le contrat,
ben, vous n'avez pas de droit. Et voilà pourquoi on a plus facilement des contrats qui vont faire 50 pages lorsque ce sont des contrats rédigés par des cabinets d'avocats anglo-saxons et des contrats plus petits en théorie parce que la pratique finalement tend à faire que même en France, on fait des contrats qui sont des contrats avec de très nombreuses pages qui rappellent beaucoup de choses qui sont quand même dans la loi. Mais il y a un peu cette opposition. Et oui, c'est quand même vrai que les contrats rédigés par des juristes anglais comportent plus de choses et finalement recréent un peu à chaque fois un petit code civil. Voilà. Oui. Au Canada, au Québec, quelle est l'approche? Plus continentale ou plus common law de ce point de vue-là? Je vais émettre quelques commentaires. Je suis certaine que mon collègue Guy Lefebvre va avoir des choses à dire. Écoutez, il n'y a rien de plus caractéristique que la différence entre la tradition de droit civil, qui est une tradition de règles avec des concepts souples et interprétables, donc ce qu'on appelle les notions floues du droit. Par exemple, le concept en responsabilité civile de faute. On parle du concept de faute, mais voilà, qu'est-ce qu'une faute? Les tribunaux vont nous expliquer au fil du temps qu'est-ce qu'une faute comme étant un écart de comportement de la personne raisonnable, etc. En common law, c'est l'inverse. En common law, on a un régime, on n'a pas de codification au départ, et la première source de droit, c'est la jurisprudence. Évidemment, la jurisprudence se développe, puis à un moment donné, ce n'est plus possible de bien comprendre les sources du droit. Donc, on part de l'ensemble de règles jurisprudentielles pour écrire une règle qui traduit, ni plus ni moins, au cas par cas, ce qu'est une faute. Alors, on a deux régimes de rédaction complètement différents. Le concept général qui s'interprète par les tribunaux, ou ce que les tribunaux ont dit, qu'on essaie de ramener dans une règle qui finalement est une énumération de situations. Oui, c'est exactement le cas. En droit québécois, on a un régime mixte, donc notre droit privé civil est rédigé avec les concepts généraux flous. Et notre droit public, qui vient du droit anglais, est une énumération hyper détaillée. C'est le cas de notre code criminel, c'est le cas de notre loi fiscale, qui, de fait, est très précis, mais presque illisible, on doit le dire, parce que c'est des virgules, des points-virgules, des énumérations, puis finir. Qu'est-ce qu'on fait en droit des entreprises? Eh bien, c'est un peu un mariage entre les deux. On essaie de donner les grandes règles d'une façon floue, mais on aborde des situations spécifiques dont on sait qu'elles peuvent être des risques éminemment possibles. Et là, on va se mettre à détailler un certain nombre de clauses à propos de situations. Donc, le contrat peut comprendre à la fois des règles générales et à la fois des clauses hyper détaillées. Et ça, c'est l'espèce d'influence bi-juridiction qui fait en sorte que notre droit québécois est devenu un droit assez unique, je pense, de ce point de vue-là. Vous allez, les Français, vous reconnaître dans notre droit, les Britanniques vont se reconnaître dans notre droit aussi, mais on n'a pas de régime très univoque. Je comprends. Alors, je précise qu'il y a le droit mauricien également, qui est un système mixte où on a... c'est un droit que je connais un peu et je trouve ça intéressant parce que nous avons des participants de l'île Maurice. Je trouve intéressant d'en dire un mot parce que là aussi, vous avez un code qui est le code Napoléon. Et pour le droit des affaires, ce sont des lois qui sont inspirées... Alors, je ne vais pas dire que c'est des systèmes identiques, mais ce sont des lois qui sont inspirées de lois d'autres pays anglophones et on va se retrouver avec des lois. Par exemple, vous avez une loi sur les sociétés qui est une loi en anglais et du coup, voilà, vous avez ces deux systèmes qui se combinent également. Mais je pense que c'est un autre système unique avec ses particularités. Voilà. Mais on dit que c'est aussi un système mixte. Et j'ajouterais, bon, évidemment, même si on a un système mixte, il ne faut pas oublier qu'on est situé en Amérique du Nord où tous nos partenaires économiques sont
des juridictions de common law. Hein. Ouais. Le Canada, 75% de son activité commerciale est avec les États-Unis d'Amérique et ça a une influence évidente sur la pratique contractuelle notamment, qui est assez uniforme en Amérique du Nord. Et ça aussi, je dirais, et je vais être très bref sur ça parce que ce n'est pas l'objet de notre session de ce soir, mais ça a une influence sur les décisions des tribunaux qui ont tendance, dans certains secteurs commerciaux, à uniformiser le droit, y compris le droit québécois, avec des concepts de common law, de la pratique, pour donner effet à ce qu'on appelle les usages commerciaux et ainsi de suite, pour essayer d'avoir un droit uniforme nord-américain. Et donc, en ce sens-là, il y a aussi l'aspect commercial qui est extrêmement important. Il ne faut pas oublier, peut-être pour le bénéfice de nos participants, qu'au Canada, sur 10 provinces, seul le Québec, donc une province sur 10, a cet héritage de droit français. Toutes les autres provinces sont d'héritage de droit britannique à tous égards, pour le droit privé comme pour le droit public. Donc, on est le village des Gaulois dans... je rigole, mais enfin, c'est vraiment pour illustrer le fait que c'est assez unique, mais que ça tient le coup. Ça tient le coup avec les aménagements nécessaires. Comme Guy le disait, les tribunaux sont influencés aussi par les usages. Et là, bien, quand on parle d'usage, on est en territoire britannique, américain, common law. D'accord. Très bien. Alors, c'est vrai, on parle d'usage, on parle de pratique. Le droit des cessions d'entreprise en France, et je pense chez vous également, est influencé par des pratiques, et c'est pour le coup des pratiques nord-américaines. Je prends un exemple, et j'en prendrai un autre plus important. Le premier exemple, c'est les fameuses clauses d'earn-out. J'ai vu que ça vous perturbait par les questions que vous avez posées cette semaine. Clause d'earn-out, que vous appelez peut-être différemment. L'idée de la clause d'earn-out ou clause de complément de prix, l'idée, je le rappelle, c'est que ça a semblé un peu magique ce système parce que je vends une entreprise qui a du potentiel, mais qui n'a pas encore réalisé son potentiel. Et il y a deux possibilités. Soit on considère que son potentiel, elle va le réaliser et du coup, je la vends à un prix élevé. Soit on considère qu'elle ne l'a pas encore réalisé et je la vends à un prix faible parce qu'elle n'a pas encore réalisé son potentiel. Donc on peut aussi se dire qu'on va retenir un prix qui est à mi-chemin parce qu'elle va peut-être réaliser son potentiel ou peut-être pas. Et dans les deux cas, si elle le réalise, eh bien, moi, je serais déçu de ne pas avoir vendu plus cher que j'aurais dû vendre. Et en revanche, si elle ne le réalise pas, mon acheteur sera déçu parce qu'il aura payé trop cher. Donc, on a créé contractuellement, parce qu'il n'y a pas de texte qui le prévoit, on a créé un système qui est une clause par laquelle, une clause et une organisation par laquelle je vends mon entreprise pour un prix qui est le prix qu'elle vaut aujourd'hui. Et si à la fin de l'année prochaine, à la fin de l'exercice prochain ou à la fin de l'exercice suivant, elle a réalisé un résultat important, alors je recevrai une certaine somme en complément du prix. Donc je continue, alors même que j'ai vendu mon entreprise, à recevoir non pas une partie des bénéfices, mais un complément de prix. Bon, voilà un exemple de clause que la pratique a créée. Après tout, ça n'est pas interdit de dire que le prix, c'est un prix fixe et c'est un prix qui sera complété par la suite par d'autres éléments en fonction des résultats de l'entreprise. L'idée est excellente. Le problème que ça pose, c'est que si moi j'ai vendu mon entreprise et que j'attends la fin, je la vends en 2014 et j'attends de voir si à la fin de l'exercice, son résultat est de temps parce que je sais que s'il dépasse... je sais pas moi, 500 000 euros, alors j'aurai droit à 50 000 euros de plus. Et s'il dépasse 1 million d'euros, j'aurai droit à une somme encore plus importante. Donc je vais attendre la fin de l'exercice avec beaucoup d'impatience. Et si l'entreprise n'atteint pas ses résultats, je vais peut-être me dire que c'est la faute de l'acquéreur qui l'exploite mal, parce que si moi j'étais resté aux commandes, eh bien ça ne se passerait pas comme ça. Mais celui qui a acheté l'entreprise, il sait que si l'entreprise atteint à la fin de l'exercice 500 000 euros, il va devoir payer plus. Il va dépenser plus. Voilà, il va être tenté alors de ralentir peut-être un peu. Et puis tel client qui devait payer avant la fin de l'exercice, on va peut-être lui dire « Mais cher ami, ne vous pressez pas comme ça. Attendons l'exercice suivant. Vous savez, ça ne me gêne pas. » Voilà. Donc, ça génère
du contentieux, mais dans le même temps, c'est une idée qui est assez bonne. Peut-être qu'un moyen que ça se passe mieux, c'est de ne pas vendre l'intégralité de ses parts et de garder un pied dans l'entreprise. Et souvent, ça se pratique parce que celui qui connaît bien l'entreprise et qui la vend peut de cette manière assurer la transition avec les clients, avec les fournisseurs, avec les salariés. Voilà, mais voilà un exemple de clause qui est issu de la pratique anglo-saxonne. Ce sont des clauses qui nous viennent des États-Unis. Il y a un autre exemple de clause et qui est aujourd'hui plus répandu. Le earn-out est relativement récent. Une clause, en revanche, qui a quelques dizaines d'années, je crois qu'on la date des années 1970, c'est la garantie de passif. La garantie de passif, qu'est-ce que c'est? En anglais, ça serait les seller's warranties. C'est le fait que je ne me contente pas de vendre si je vends les parts de ma société, je vous garantis quoi? Je vous garantis, de par le Code civil, que je vous vends un bien qui existe. Je vous garantis, j'ai dû vous informer par ailleurs sur le bien que je vous vendais, mais finalement, je ne peux pas vous reprendre le bien, mais il y a assez peu de garanties. Par exemple, je ne garantis à peu près rien sur les biens de la société. Je vous vends une société pharmaceutique. Je ne vous garantis pas que les brevets qu'elle détient ont été renouvelés régulièrement. Alors, la jurisprudence va parfois protéger l'acheteur en disant que si vraiment la société ne peut pas réaliser son activité, alors on peut exercer des actions. Mais ce que la pratique met en place, c'est qu'en plus de dire que je vous vends les parts ou les actions de ma société, dans le contrat, et là, pour le coup, on est dans quelque chose d'assez anglo-saxon. On va rajouter, en plus de ce que prévoit la loi, des garanties contractuelles spécifiques. C'est-à-dire que je vais vous affirmer et vous garantir que la société a vu ses brevets renouvelés régulièrement. Je vais vous garantir que la société a été gérée de manière conforme au texte, qu'elle n'a pas de problèmes fiscaux à l'horizon. Et si jamais, lorsque nous avons fait la vente, postérieurement à la vente, débarque l'administration fiscale, débarquent des salariés qui ont eu des problèmes, des créanciers qui n'ont pas été payés, de choses qui sont antérieures à la cession, alors l'acheteur pourra demander réparation ou pourra demander remboursement ou paiement direct à la société d'une partie ou de la totalité de ce passif. Donc ce sont des garanties contractuelles. Je pense que vous avez sensiblement la même chose dans votre système juridique. Oui. Est-ce que vous avez cette période qu'on appelle en droit québécois, britannique, common law, le due diligence? C'est cette période au cours de laquelle tout ce qui est immatériel, OK? Parce que quand on veut vendre une entreprise, il y a des choses qui sont évidemment, manifestement quantifiables. Des immeubles, un inventaire, des créances, des comptes à recevoir, etc. Ça va relativement bien. Après, on arrive dans cette espèce de zone plus grise qui sont les valeurs intangibles, l'achalandage, les risques, cette histoire de brevet, pardon, etc. Et là, il y a une période qui peut durer 30 jours, 60 jours, parfois 90 jours, où une batterie d'experts entre dans la ronde, des fiscalistes, des assureurs, des comptables, et là, ils passent au peigne fin. Ils font une évaluation, une expertise en dehors des contractants, de l'acheteur et du vendeur, souvent des experts qui ont été choisis communément par les deux parties au contrat, et donc qui ont cette expertise reconnue, et qui vont vraiment passer au peigne fin un certain nombre d'éléments qui vont mesurer, à propos desquels ils vont mesurer les risques, et qui vont quantifier, entre guillemets, au terme de quoi l'acheteur peut se retirer ou le vendeur peut se retirer. Mais souvent, c'est à ce terme que les garanties
entre guillemets, se scelle. Et là, il y a des nuances qui sont faites. Il y a un reproportionnement des choses qui font qu'il n'y a pas des garanties qui sont interminables, contestables sur une très longue période de temps parce qu'il y a des expertises qui sont entrées en ligne de compte. Et donc, devant les tribunaux, on a des expertises qui ont été déposées entre-temps et donc, il y a des choses qui ont été avancées et le risque du vendeur et de l'acheteur a été pris au moment de conclure le contrat. Alors, oui, c'est très juste. Et nous avons, enfin, on a aussi cela, alors qu'on appelle aussi due diligence, ou qu'on peut appeler audit préalable. Voilà, en québécois, qu'on peut appeler audit préalable. Alors, qui se fait systématiquement pour les ventes d'entreprises importantes, qui se fait plus sommairement pour les ventes de petites entreprises. Absolument. Pour les grandes cessions, ce qu'on fait, les grandes acquisitions, on met en place, mais ça vous devez l'avoir aussi, des data rooms, c'est-à-dire que matériellement ou virtuellement, par un site internet ou par des CD-ROM, on rassemble toute la documentation sur la société et on donne cette documentation, ou on permet physiquement l'accès à cette documentation à l'acheteur potentiel pour que lui et ses conseils, avocats, fiscalistes, experts comptables, banquiers et autres experts puissent consulter la documentation. La question sensible étant de savoir si ces informations auxquelles on accède pendant la période de due diligence réduisent les garanties. Et vous voyez que c'est déjà un petit indice pour le cas pratique, vous qui préparez le cas pratique de cette semaine. Je ne vous ai pas impliqué là-dedans encore, mais en tous les cas, un enjeu important, c'est de savoir si, et pour le vendeur, c'est quand même... Enfin, l'idéal serait que toute l'information qui est donnée à ce moment-là, pendant la période de due diligence, eh bien, que cette information sorte de sa garantie. C'est-à-dire que quand je vous informe de quelque chose, en anglais c'est no indemnification if you know, quand je vous informe de quelque chose, je ne le garantis plus. Et ça fait partie, dans la pratique française, et pas seulement française, ça fait partie de ce jeu, de cette bataille qu'il va y avoir, parce que en droit français, il n'y a pas d'obligation que le vendeur donne des garanties en plus de ce que prévoit le Code civil, des garanties contractuelles. Donc l'acheteur, s'il est en position de le faire, va obtenir du vendeur que le vendeur donne des garanties en plus. Mais le vendeur va à son tour essayer de restreindre ces garanties en mettant des clauses effectivement comme une clause qui va indiquer que tout ce dont vous avez eu connaissance ou tout ce dont vous auriez dû avoir connaissance, mais l'acheteur ne va peut-être pas accepter cela, eh bien, ça n'est plus inclus dans la garantie. Mais oui et non, parce qu'encore une fois, on a une obligation de divulgation des faits qu'on connaît, puis des obligations de bonne foi qui sont des principes généraux, mais qui doivent prévaloir dans ces situations-là aussi. Alors, qu'on retrouve aussi chez nous, mais avec l'idée que la garantie contractuelle, elle est en plus. Donc, ce qui est dans la garantie contractuelle, si c'est anéanti par une clause en sens inverse, il nous reste les garanties générales, manquement au devoir d'information, dol, réticence dolosive. Mais voilà, on avait une belle garantie contractuelle exigeante. Elle a peut-être été anéantie parce qu'il est dit quelque part qu'on avait eu connaissance d'un élément qui nous empêche de l'invoquer. Ou une chose classique, vous savez, c'est des délais très courts pour invoquer ces garanties. Lorsqu'on a connaissance d'un élément de passif, lorsque l'acheteur a connaissance d'un élément de nature à justifier un appel de la garantie, il a 30 jours par exemple pour signaler au vendeur que la garantie doit être appelée, et s'il ne le fait pas, eh bien, il risque de perdre tous ses droits. Mais, vous savez, en droit québécois, il y a quand même, au niveau du contrat, une notion d'équilibre des parties. Si une banque, par hypothèse, mettait des clauses très astreignantes pour un emprunteur, avec des délais très courts de reprise de possession, et etc., malgré que tout ceci soit écrit dans le contrat et que l'emprunteur ait signé cette clause, entre guillemets, en toute connaissance de cause, il arrive que des clauses soient jugées déraisonnables. Et donc,
au-delà de ce qu'une partie peut exiger de l'autre. Et on peut considérer dans ces circonstances-là la position d'une partie par rapport à l'autre dans la négociation. Donc, j'aurais envie de vous dire que ces clauses-là peuvent être sous le contrôle judiciaire des tribunaux. C'est pas parce que la clause apparaît dans le contrat et que les deux parties l'ont signée apparemment librement que cette clause-là va avoir toute sa pertinence, tout son effet. Donc, on peut avoir ces clauses-là, on peut les négocier, mais on ne peut pas pousser trop fort d'un côté de façon à ce que ça soit disproportionné et déraisonnable pour l'autre partie. Il y a notamment beaucoup de décisions en matière de contrat de franchise, par exemple. On a beaucoup de décisions où la question de l'abus de droit, l'exercice raisonnable d'un droit, etc., vont contrôler ces situations-là. Oui, alors ce que vous dites, effectivement, ça m'évoque un peu la notion de clause abusive, mais c'est vrai que où la franchise, c'est aussi, clause abusive, c'est en premier lieu pour des relations consommateurs face à un professionnel. Franchise, franchiseur, franchisé, là aussi, c'est une partie forte, une partie faible. La cession d'entreprise, bon, oui, le vendeur connaît mieux l'entreprise, mais quand l'acquéreur est lui-même une grosse entreprise et qui a fait une due diligence très approfondie, ça va être pris en compte. Voilà, ça va être pris en compte par les tribunaux. Si quelqu'un conteste une clause, si une des parties conteste la clause, toutes ces circonstances factuelles vont être prises en compte par les tribunaux. D'accord. Alors, pour répondre à une question que j'ai vue passer en matière internationale, on nous demande si, en cas de vente d'une entreprise française à un acquéreur international, quelle est la loi applicable? Eh bien, c'est un contrat avec un élément international. Les parties pourraient choisir aussi bien la loi du vendeur que la loi de l'acheteur. Ce n'est pas parce qu'on vend une entreprise, une société française, que l'on applique obligatoirement la loi française. Simplement, il y a des choses dans les statuts de la société, comme la clause d'agrément, dont, vous savez, c'est la clause, je pense que vous avez exactement la même chose, la clause qui prévoit que pour vendre à un tiers ou parfois un autre actionnaire, il faut un accord de l'Assemblée. Cela, c'est quelque chose qui relève de la lex societatis, donc de la loi française, et si c'est une société française qu'on vend. Mais des éléments comme l'information due à l'acheteur, comme la garantie de passif, tout cela pourrait être placé par les parties sous la loi de l'une ou de l'autre des parties, avec du coup peut-être un droit plus favorable au vendeur ou un droit plus favorable à l'acheteur. Alors, le temps passe vite et je voudrais que nous abordions, que nous évoquions au moins les autres thèmes. Deuxième thème que nous avons dans le direct de cette semaine, c'est la question des pactes d'actionnaires. Les pactes d'actionnaires, alors on peut dire pacte d'actionnaires, on peut dire pacte d'associés suivant le type de société. En pratique, on parle souvent de pacte d'actionnaires parce que c'est surtout dans les sociétés par action qu'on a vu apparaître ce type de convention, c'est-à-dire que certains ou pourquoi pas la totalité des actionnaires vont, en plus des statuts de leur société, conclure un contrat qui n'est pas nécessairement et qui généralement n'est pas rendu public. Et ce contrat prévoit à la charge de certains signataires du pacte des obligations. Je donne les plus classiques. Par exemple, imaginons que nous soyons 3 actionnaires et 2 d'entre nous nous avons signé ensemble les statuts d'une société et 2 d'entre nous, et je me tourne vers Guy parce que c'est le doyen et que je fais affaire avec un doyen. Non, je plaisante bien évidemment, mais non, je plaisante, c'est juste pour... Je prends très bien la chose. Non. Donc nous avons fait un pacte et ce pacte, par exemple, imaginons que nous ayons chacun un tiers des actions de la société, le pacte fait que nous nous mettons d'accord avant les assemblées et du coup ça nous permet de réunir plus de la moitié des actions et de voter dans le même sens. Donc nous savons, voilà, c'est de la solidarité masculine. Je n'osais pas en parler quand même, mais bon. Nous savons avant chaque assemblée comment ça va se passer, puisque quoi que vous disiez avec votre tiers d'action, eh bien, vous n'obtiendrez jamais gain de cause, sauf à être d'accord avec nous. Mais bon, ça peut être une utilité du pacte. Une autre utilité du pacte, c'est que nous pouvons prévoir que si l'un d'entre nous est
pourquoi pas, on peut faire un pacte tous ensemble pour éviter que l'un d'entre nous vende ses actions à un tiers. Et donc, on peut prévoir un droit de préemption, c'est-à-dire que avant que moi je puisse vendre à un tiers à notre groupe mes actions, il faut que je vous les propose en priorité et on peut peut-être prévoir que vous pouvez préempter, c'est-à-dire que si j'ai trouvé un tiers qui me propose tel prix, eh bien, vous avez la possibilité de m'acheter mes actions à ce prix ou à un prix fixé par expert. On peut trouver d'autres systèmes qu'on peut prévoir contractuellement. Il y a quand même une limite en droit français, c'est qu'on ne peut pas... Alors, on peut prévoir des clauses dans certaines sociétés d'inaliénabilité. C'est-à-dire qu'on peut interdire complètement à quelqu'un de céder ses actions, mais on ne peut pas le faire de manière perpétuelle. Oui. Dans notre société par action simplifiée, qui est une des plus récentes qu'on ait introduite en droit français, on peut prévoir dans les statuts cela pour 10 ans maximum. Mais à côté de ça, la jurisprudence pose un principe. Le principe, c'est la libre négociabilité des actions. Ça veut dire que par principe, et c'est aussi le droit de propriété qui explique ça, par principe, je dois pouvoir vendre mes actions. Donc si je limite dans un pacte, si je prévois un droit de préemption, le principe, comme le principe, c'est la libre négociabilité, ça veut dire que je peux prévoir des exceptions, mais il faut les interpréter de manière restrictive. Donc si on a dit que la préemption jouait dans l'hypothèse d'une vente, c'est pas dans l'hypothèse d'un apport ou d'une donation. D'une fusion. Voilà. Alors parfois les juges vont dire oui, mais l'intention des parties c'était de viser aussi la fusion, mais en principe, le juge devrait respecter ce principe de libre négociabilité. Oui, parce que c'est un écart au principe de base. Voilà. Donc, il va être interprété restrictivement. Absolument, voilà. On a le même principe d'interprétation. Et j'allais ajouter, c'est extrêmement aussi important, la convention en cas de décès d'un des partenaires, parce que, évidemment, dépendant des entreprises, vous pouvez être le meilleur vendeur, moi je suis celui qui fait la production, et ainsi de suite, et le décès d'un des partenaires peut amener une catastrophe. Et le fait d'assurer le décès d'un des partenaires... Pour savoir ce qui arrive au titre en cas de décès, est-ce que c'est les héritiers qui reçoivent les titres et qui peuvent et pour protéger aussi les autres actionnaires du départ d'un associé. Il arrive qu'il y a des clauses d'assurance croisée obligatoires, assurance vie sur son partenaire, de sorte que aussitôt qu'un partenaire décède, l'assurance vie est versée au partenaire restant et donc on procède automatiquement au rachat des actions pour ne pas être obligé d'être en partenariat avec les héritiers. La famille. Et tout ceci se négocie de façon très serrée selon que l'entreprise est une petite entreprise à caractère intuitu personné où les actionnaires sont des actionnaires qui se connaissent bien, qui sont des partenaires d'affaires et à propos desquels on n'est pas prêt à accepter l'introduction d'un tiers, même de la famille, d'un actionnaire. Et donc, il y a ces clauses d'assurance, il y a les clauses de vente d'actions, il y a les clauses de vote, il y a les clauses, puis il y a toute une panoplie de clauses. Vous dites pacte d'actionnaires, nous, on dit convention entre actionnaires. C'est la même chose. Oui, c'est les pactes sont des conventions, mais en parlant de pacte, on leur donne une espèce d'aspect plus solennel, faisant un pacte. On signe. Voilà. Mais là où les conventions entre actionnaires sont les plus difficiles à interpréter, c'est la société par action à 2 actionnaires égaux, 50-50. Où là, il y a plein de mécanismes de règlement de conflit. Oui. Parce qu'on peut se retrouver souvent dans une impasse. Blocage perpétuel, donc absolument. Il faut prévoir. Et donc, là, c'est des clauses qui sont assez draconiennes, notamment la clause que vous connaissez peut-être qui s'appelle la clause shotgun, qui est la clause par laquelle on veut vendre à l'autre à tel prix. Si l'autre accepte
pas, il doit C'est automatiquement lui qui doit nous offrir vendre, oui, tout à ses fait. actions au même Voilà. prix. Donc là, il y a un jeu... Non, c'est des clauses qui sont importantes, alors qui se pratiquent aussi dans les pactes en France, alors qu'on appelle avec toute une panoplie de noms, shotgun. Alors moi, j'ai vu passer parfois omelette, clause texane, Oui, voilà. clause de roulette russe. L'imagination. Voilà. L'imagination est sans limite. Roulette russe, c'est Voilà. bon. Donc, voilà. Guy, on va penser à ça. Roulette russe. On va introduire dans les pratiques québécoises de nouveaux noms pour les clauses. Donc l'idée, c'est que on est deux actionnaires et on a 50% des actions chacun. Pour éviter un blocage où la seule solution serait la dissolution de la société ou qu'on aille devant le juge et que ça dure longtemps, on peut prévoir par contrat qu'en cas de... On parle aussi de clause de deadlock, donc de blocage. En cas de blocage au sens de la clause, par exemple, on n'arrive pas à prendre une décision de manière répétée, alors intervient cette procédure dont le but, c'est de permettre qu'un actionnaire, à la fin, rachète les titres de l'autre et se retrouve seul. Ça peut prendre aussi la forme de promesse qui se déclenche si tel événement survient. Alors, on voit parfois des tentatives de faire requalifier ces promesses en clause d'exclusion parce que ça n'a pas le même régime. Si c'est une clause d'exclusion, il faut respecter les droits de la défense, entre guillemets, de l'associé qu'on est en train d'exclure, alors qu'une promesse, c'est juste l'exécution d'un contrat. Bon. Souvent, il faut comprendre que ces clauses-là sont rédigées, ça peut paraître curieux entre deux individus, mais pour le meilleur intérêt de l'entreprise. Parce que souvent, une dissolution entraîne pour l'entreprise... Ben, en fait, c'est tout le monde y perd. Alors que si l'entreprise a une possibilité de poursuivre sa vie active, l'entreprise peut aller très bien. C'est pas parce qu'il y a un conflit entre deux personnes actionnaires. Et donc, c'est mu par... oui, il faut éviter le blocage. Voilà. Ce qu'on appelle le meilleur intérêt de l'entreprise. L'intérêt social. Voilà. Qui n'est pas l'équivalent de l'intérêt des actionnaires. N'est pas forcément l'équivalent de l'intérêt. On est rendu très loin chez nous avec ça. Alors, sur les pactes, pour répondre aussi à des questions que vous avez posées, comment sortir d'un pacte? Eh bien, on est lié par un pacte. Alors, il faut regarder quelle durée a le pacte. Est-ce que sa durée est indéterminée? Chez nous, il y a eu des surprises parce que la jurisprudence a considéré que des pactes qui étaient prévus pour tant que les parties seront ensemble actionnaires, eh bien, ça n'était pas une clause de durée quand les actionnaires étaient eux-mêmes des sociétés, parce que ces sociétés peuvent prolonger leur durée de vie indéfiniment, et finalement, du coup, ça n'est plus un terme, parce que peut-être que dans 3000 ans, eh bien, on aura toujours le pacte qui sera effectif. Donc, il y a un arrêt de la Cour de cassation en 2007 qui avait dit, eh bien, c'est un pacte à durée indéterminée, et le résultat, c'est que chacune des parties peut le résilier unilatéralement en respectant un préavis raisonnable. Bon, voilà une question, enfin un élément de réponse, mais sinon, quand on a signé un pacte, on est tenu par un contrat, donc normalement, on ne sort du pacte que dans les conditions prévues par le pacte. Il faut l'accord des autres parties, et le fait de céder ses actions en violation du pacte, ça peut entraîner des conséquences. Alors, idéalement, et c'est un problème qu'a le pacte d'actionnaires en droit français, c'est que idéalement, il faudrait pouvoir annuler la cession d'actions faite en violation du pacte, mais ça n'est pas du tout évident parce que quand elle est faite particulièrement avec un tiers de bonne foi, on est gêné de remettre en cause l'opération en lui disant que le vendeur n'a pas respecté un contrat qu'il avait passé avec d'autres. Oui. Puis, comme les conventions entre actionnaires ne sont pas connues, dévoilées, ce sont des choses qui arrivent. Alors, mais l'entreprise elle-même n'est pas partie à la convention. Alors, c'est très juste ce que vous dites. Alors, l'entreprise n'a pas à compenser. Ça n'est pas les affaires de l'entreprise, mais alors en France, il y a une pratique, j'avais écrit il y a quelques années un article sur le sujet, parce que la pratique procède, soit essaye de faire signer le pacte à la société, mais c'est compliqué parce que ça fait des histoires de conventions réglementées, du coup. Soit il y a une pratique que les parties obtiennent parfois, c'est de signer en présence
de la société. Donc, du coup, on n'a pas signé, je vois que cette subtilité vous fait rire, du coup, on n'a pas fait un contrat avec la société, mais la société ne peut pas dire qu'elle ignorait l'existence du pacte. Et ça, on espère de cette manière que le jour où on a vendu les actions en violation du pacte, on a fait du coup, on va vendre les actions à un tiers, on lui fait un ordre de mouvement, c'est-à-dire qu'on lui donne un papier qu'il va remettre à la société qui dit merci de virer les actions de monsieur un tel vendeur sur le compte d'actionnaire de monsieur un tel acheteur. Et on espère que lorsqu'il arrive avec son ordre de virement, la société lui dise mais non, vous n'avez pas respecté le pacte. Je ne crois pas que cette lecture s'appliquerait en droit québécois. Tout à fait d'accord. Donc, je n'ai pas vu de précédent cet effet-là, mais on peut douter de la validité du processus. Et là, il y a peut-être là un héritage du droit britannique fort. La personne morale est distincte de ses actionnaires, mais à tel point distincte qu'il est inconcevable qu'elle signe un contrat qui porte... Et ce n'est pas une formalité de transfert dans les registres qui va entacher ce principe ultra rigoureux de la personnalité distincte. Et chez nous, ça va très, très, très loin. Alors, je vais vous faire réagir encore sur la personnalité morale parce que le troisième thème que nous allons aborder, c'est celui des groupes de société. Et là, la personnalité morale est vraiment concernée. Alors, la personnalité morale, donc l'idée, c'est que je crée une société et puis ma société a une activité. Et je vais, par exemple, ne pas laisser dans le patrimoine de ma société les biens immobiliers parce que une des raisons majeures de les mettre dans une autre société, c'est d'éviter que les créanciers de la société commerciale, le jour où ils veulent se faire payer, se fassent payer en saisissant les biens immobiliers. Donc, mieux vaut que ce soit une autre personne qui détienne ces biens. On a limité les risques de l'activité commerciale, on protège d'une certaine manière les biens immobiliers. Le risque, c'est que du coup, il y a quelqu'un quelque part qui détient à la fois des droits sur la société commerciale et des droits sur la société immobilière, mais tant qu'on n'agit pas directement contre cette personne, et on ne voit pas pourquoi, si c'est la société commerciale qui exploite l'activité, on le pourrait, eh bien, on a limité les risques. On a fractionné le patrimoine de l'entreprise en créant plusieurs sociétés. Alors, là où ça peut sembler choquant, c'est que finalement, un groupe, et peut-être un groupe international, pourquoi pas un groupe canadien, pourrait venir faire en France une activité de nature dangereuse pour les tiers, et finalement, il n'exposerait que la filiale, mais je ne parle pas forcément, enfin ce n'est pas que le groupe international, c'est tout groupe. S'il est structuré avec des filiales qui ont une personnalité morale propre, en principe, le seul risque encouru, il est pour la filiale. Donc si la filiale vend des produits dangereux, si la filiale cause des dommages à ses salariés parce qu'elle les fait travailler dans de mauvaises conditions, si la filiale fait faillite, tout simplement, elle est mise en liquidation judiciaire et elle n'a pas de quoi payer ses créanciers, ce principe de personnalité morale fait que le seul débiteur qu'ont les créanciers, c'est la filiale. Si la filiale n'a pas de quoi payer, normalement, on ne peut pas remonter à l'étage au-dessus pour aller demander paiement à la société mère, ce qui peut sembler d'ailleurs assez injuste parce que peut-être que pendant des années, la filiale a fait remonter son bénéfice vers la société mère, et puis le jour où ça va mal, eh bien, on dit, ben non, désolé, ce n'est que la filiale qui était votre débiteur. Mais sur ça, je pense qu'il faut regarder la philosophie du droit des entreprises. Et la philosophie, c'est une philosophie de développement économique. Hein? Et cette philosophie de développement économique prend en compte ce vecteur-là en disant, si vous transigez avec une filiale, c'est à vous de vous assurer de sa solvabilité, de demander des cautionnements, de demander éventuellement de demander à la société mère sa garantie. Et ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est à la base même de l'esprit d'entrepreneurship qui a amené à la création de la corporation commerciale. Évidemment, il y a des freins à cette limitation de responsabilité. Il y a une célèbre affaire que vous connaissez tous, qui est l'affaire Bhopal, où si, par exemple, la corporation mère intervient
dans les, je dirais, les opérations quotidiennes et ainsi de suite, et est partie à la source du dommage. C'est une partie liée. Et donc, elle devient une partie liée. À ce moment-là, il y a moyen de poursuivre les deux entités. Mais je vous dirais, en principe, et c'est un des grands débats de la gouvernance des entreprises à l'heure actuelle, doit-on rendre responsable notamment des entreprises dans le secteur des ressources naturelles qui, comme vous l'avez indiqué, exploitent des enfants ou causent des dommages à la pollution et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, le réflexe de la très grasse majorité des tribunaux, c'est de dire ça fait partie des règles du jeu. On respecte cette séparation des patrimoines. Le seul bémol que je mettrais là-dedans, c'est si, et ça c'est absolument difficile à démontrer, vous l'avez dit normalement, en principe, etc., si on était capable de faire la démonstration qu'il y a de la mauvaise foi, qu'on a soustrait des biens, sachant que il y avait un risque potentiel, qu'on a vidé une entreprise de ses biens pour constituer une seconde entreprise. Je veux dire, c'est un peu comme l'action paulienne en faillite, là, quand on vend pour $1 sa maison à son beau-frère, puis parce qu'on sait que bientôt, on va déposer notre bilan, puis qu'on va avoir une faillite. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas dilapider le patrimoine pour ne pas répondre à des obligations potentielles. Mais évidemment, souvent, ces entreprises-là sont très, très bien organisées. C'est des structures qui sont bâties très longtemps d'avance sans le risque Et donc, par exemple, potentiel. Une filiale qui verserait un bénéfice tellement extraordinaire avant d'être poursuivie en justice, on peut ça pourrait être attaqué comme une transaction. C'est vrai que c'est important parce qu'il faut, ça fait partie des questions que vous avez posées, il faut comprendre que, et je pense notamment à l'un d'entre vous qui m'a interrogé il y a quelques semaines sur l'intérêt du groupe de société. Je lui avais promis qu'on répondrait, donc on va évoquer cette question. Je ne sais pas si nous aidons à la rédaction de travaux particuliers, mais en tous les cas, il faut comprendre que le groupe de société en tant que tel n'a pas une organisation générale en droit français. On a des sociétés qui peuvent être associées d'autres sociétés. Une personne physique peut aussi être associée de plusieurs sociétés. On peut constituer une architecture de plusieurs sociétés qui sont liées. Certaines contrôlent les autres sociétés. Donc on a un groupe de sociétés. Le principe, c'est que ces sociétés sont indépendantes, sont autonomes. Donc, normalement, chacune a son patrimoine et le passif de chaque société, eh bien, les dettes de chaque société ne peuvent être payées qu'avec les biens de cette même société. Et normalement, les filiales n'ont pas, pour répondre à une autre question que vous avez posée, vocation à combler les dettes des autres. Maintenant, bien évidemment, dans un groupe de sociétés, on peut se trouver en situation où une filiale a besoin d'être aidée. Il n'est pas interdit aux autres sociétés de l'aider, mais en droit français, et je pense chez vous également, on a quand même des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer une société du groupe pour aider une autre société du groupe. On ne peut pas non plus, c'est une condition qui est posée par notre jurisprudence, vous feriez de l'abus de biens sociaux si vous êtes si le dirigeant d'une filiale la sacrifie pour sauver une autre société du groupe. Et une autre règle importante, c'est que si on aide une société du groupe, il faut le faire en respectant l'intérêt de la société qui aide et donc il faut prévoir des contreparties. Absolument. Donc si on prête de l'argent à une société du groupe, il faut prévoir un intérêt. Alors on peut attendre un peu ou on peut prévoir un intérêt un peu plus faible que ce qui se ferait avec une banque, mais plutôt que l'intérêt auquel on prêterait de l'argent à un tiers, mais il faut penser à préserver cet intérêt. Il faut se dire que la société qui aide, elle fait peut-être partie d'un groupe, mais c'est une personne morale autonome avec son intérêt, l'intérêt social dont on parlait tout à l'heure, intérêt social propre. Mais cette notion de groupe, elle est vraiment importante parce que les grandes entreprises sont systématiquement organisées avec plusieurs, voire un très grand nombre, parfois des centaines de sociétés différentes. Alors, le temps passe vite et nous sommes déjà à la fin de notre heure et nous avons eu des échanges que j'ai trouvés très intéressants et que j'espère vous avez également trouvé très intéressants, vous qui nous regardez sur un écran. Et c'est maintenant le moment, vous le savez, de donner quelques éléments sur le cas pratique de la semaine. Et le cas pratique de la semaine, il est
assez particulier. Il est pour le coup international puisque nous avons une société qui est en train de tenter d'acquérir une société française et on va demander aux associés qui vendent la société française une garantie de passif et on vous demande quels sont les moyens que l'on peut conseiller à ces associés français pour limiter leurs engagements au titre de la garantie. On a déjà donné quelques éléments au cours de cette séance. On peut également suggérer de refuser purement et simplement de donner une garantie, mais peut-être que nos associés ne sont pas en position de refuser cela. Peut-être que... Mais là, peut-être qu'il faut être un peu moins juriste et un peu plus entrepreneur, proposer des choses comme, pourquoi pas, d'organiser une data room très complète. On ne vous garantira pas grand-chose une fois que l'entreprise sera vendue, mais au moins, on met tout sur la table et vous saurez absolument ce que vous achetez. Vous aurez accès à une information pleine et entière. Eh bien, nous avons terminé notre séance. Je remercie mes collègues québécois d'avoir été présents avec moi. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. C'est un grand plaisir pour nous et aussi. Vous savez que vous avez de nombreuses personnes qui ont assisté, et nous l'avons vu par les nombreux tweets que vous avez faits, qui ont assisté à nos échanges. Et cela sera visionnable sur YouTube d'ici peu. Nous sommes jeudi, donc ce sera visionnable à partir de demain. Et encore une fois, merci beaucoup et merci à vous également. C'était un plaisir. Merci.